Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la maison du Fort Lapin. La maison est donc située à Oismille, dans le 59, dans les Hauts-de-France. Son nom signifierait le marais à foin, provenant du néerlandais oi, qui signifie foin, et mille, qui signifie marais. Cette petite ville se situe non loin de Dunkerque, à peu près à une quatorzaine de minutes, entre Bergues et Waremme. Je suis désolée si je prononce mal certains lieux. La petite ville de Oismille est donc située à un peu moins d'une vingtaine de minutes de la frontière belge. Cette ville est donc apparue à la suite du retrait de la mer en 1067, dû à un assèchement au Xe siècle. Oismille a seulement été reconnue commune à la Révolution française en 1790. Avant, il s'agissait plutôt d'une paroisse dépendante de sa ville voisine, donc Bergues, qui était assez grande, et elle servait principalement à stocker des vivres, et d'autres choses encore. Un fort, du coup, d'où le nom Fort Lapin, a été construit en 1690 sous Vauban, le célèbre architecte de Louis XIV. Il servait initialement de réduit local et d'ouvrage avancé, tout en permettant d'être un emplacement fortifié et défensif, puisqu'il s'agissait donc d'une redoute militaire, donc c'est un avant-poste qui donc sert pour les rations avant justement le grand fort. Et la maison dont on va parler aujourd'hui a été construite en 1930, justement, sur les fondations d'un ancien fort. Donc au fur et à mesure, des images s'afficheront justement sur le fort à l'époque et donc de la maison dont on va parler. La maison a été réquisitionnée pendant la Seconde Guerre mondiale par l'état-major allemand. Évidemment, c'était proche d'une forteresse. Il y avait une bonne visibilité. Puis elle fut achetée par un couple dunkerquois peu de temps après la guerre afin d'en faire leur résidence d'été. Mais malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi, ils sont partis. Et la maison a été vendue, alors j'avais deux sources, en 2019 où elle a été restituée à la commune de Oisville. Et une autre source m'indique qu'elle a été vendue à la mairie de Oismille en 1992. En attendant, de 92 à une quinzaine d'années plus tard, elle n'a pas été habitée. Puis, elle a été revendue à la Société des Maisons Arc-en-Ciel afin d'en faire plusieurs maisons individuelles, à peu près 8 de ce que je voyais, suite à sa démolition. Le lieu qui était placé en parcelle, en espace boisé, avait la protection donc d'être indestructible. On ne pouvait absolument rien construire dessus, on ne pouvait pas démolir le lieu. Durant donc ces années où elle n'a pas été habitée, bon nombre de squats, de taggers ont profité donc de la maison qui était vide pour aller faire leurs petites affaires, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que sur la maison, on retrouve énormément de tags. Elle a été extrêmement délabrée aussi suite, je pense, au temps. Il y avait un escalier de base qui visiblement n'a pas tenu. Ça a été aussi, comme je pouvais le voir dans certaines interviews, l'espace de jeu des enfants du quartier quand ils étaient jeunes, forcément, et ça leur crevait le cœur du coup de voir cette maison dans cet état-ci. Elle a donc subi le ravage du temps et des squats, et en 2022, un plan local d'urbanisme intercommunal a été passé et a permis de déclasser la bâtisse, donc ce qui fait que plus rien ne protégeait la maison de la destruction. Et ainsi, elle a été soumise à un projet de démolition qui a été validé en décembre 2022. La bâtisse a été détruite le mardi 11 juillet 2023, et ce, malgré une pétition en 2017 des habitants pour empêcher sa destruction, car comme je vous le disais avant, c'était un lieu où les enfants allaient jouer. C'était aussi un lieu, justement, cette maison-là n'est pas dans cette vidéo pour rien, puisqu'elle renfermait une part d'histoire paranormale, mais aussi elle a été l'œuvre de plusieurs romans, dont une autrice justement qui avait écrit Abandonné, actuellement je n'ai plus son nom, mais qui avait eu le véritable coup de foudre en voyant une photo de cette maison.
Un autre livre a donc été écrit par Jean-Charles Coucor sur la demeure, sauf qu'apparemment les anciens propriétaires ne sont pas vraiment d'accord avec les affirmations de l'écrivain. Donc je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas lu le livre justement, bien que ça m'ait proposé plusieurs articles de lire le livre. Et ne connaissant pas exactement l'histoire, je n'ai pas été sur les lieux à proprement parler. L'article que j'ai voulu donc consulter par ailleurs sur l'interview justement des propriétaires n'était plus disponible. C'était sur le site Le Journal des Flandres, sauf que donc c'est un journal quotidien et impossible de le retrouver en ligne, à moins de payer. Et encore, je n'étais même pas sûre de pouvoir remettre la main dessus. Maintenant que je vous ai donc expliqué l'histoire des lieux, on va passer à la partie qui nous intéresse, et donc sa légende et ses fantômes. Il paraîtrait donc que l'esprit d'une petite fille, à peu près dans les années 1940, y séjournait et a subi un terrible drame, quand même, on va pas se le cacher. La fillette avait été enfermée dans la cave par son père, en guise de punition. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle a pu faire pour mériter ce sort, mais bon. Sauf que ce jour-ci, malheureusement, il y a eu un énorme orage qui a conduit à une inondation de la cave où était la petite fille. Et apparemment, forcément, elle y perdit la vie, noyée. On n'a pas de preuves véridiques de cette partie de la légende. J'ai beau chercher, je n'ai pas retrouvé non plus d'actes de décès ou autre. Après, ça remontait aussi, donc rien n'est avéré, mais voilà ce qui englobe la légende. Sachant que la légende de cette petite fille morte noyée est apparue des dizaines d'années plus tard. Un médecin aussi y aurait habité seul. Et certains supposent que peut-être que les bruits qui sont entendus, dont je parlerai un peu après, proviennent peut-être justement de l'exercice de ce médecin. La légende aussi a été davantage relancée suite à la tentative de rénovation qu'il y avait eu. Alors ça, on n'a pas les années. 2 ouvriers apparemment étaient décédés d'une chute durant les travaux et leurs collègues refusaient de continuer leur travail suite à d'étranges phénomènes, suite aux chutes mais aussi un peu avant. Et des curieux qui ont déjà visité la maison, il y a eu pas mal aussi d'enquêtes paranormales qui ont été faites sur ce lieu, donc je pense que vous tapez la maison de Fort-Lapin, vous trouverez quand même pas mal de vidéos. Et donc pas mal de curieux ont rapporté avoir entendu des cris étouffés, des bruits de pas, des sensations aussi d'être observés. Fait intéressant, c'est que depuis le potentiel drame, la cave est toujours inondée et n'a jamais été vidée. Bertrand Bossiot, qui est un ancien ouvrier et qui maintenant fait des visites guidées de lieux hantés dans le Nord, dont la maison du Fort-Lapin, a réussi à interviewer le petit-fils donc des anciens propriétaires qui lui a affirmé que personne n'était décédé à l'intérieur de cette maison, que ce soit lors des ouvriers, des travaux ou de la petite fille. Comme je vous le disais, rien n'était recensé. À l'heure actuelle, la maison est totalement détruite. Donc il ne reste quasiment plus rien. Je pense que d'ici quelques temps, tout sera reconstruit. J'ai pu, quand je regardais un peu sur Google Maps en espérant peut-être retrouver la maison, chose qui était totalement infructueuse puisque la visite de Google Maps datait de 2024. Donc je n'aurais pas pu voir la maison. J'ai pu retomber sur déjà les anciens bunkers et un peu certains vestiges en fait des ruines du fort. C'est déjà ça. À savoir que j'ai trouvé pas mal de photos grâce aux habitants du village ou des visiteurs qui ont mis pas mal de photos justement sur YouTube, sur Facebook, notamment la vie de destruction. Comme vous avez pu le voir du coup sur les photos, c'était une très belle maison quand même, mais elle a été bien saccagée entre les murs qui s'effritaient, les tags. Donc on ne peut pas vraiment savoir maintenant, même à l'heure actuelle, si on tentait d'y aller, de retrouver des traces. J'ai bien hésité à appeler la mairie ou l'office de tourisme, mais je pense qu'ils n'auraient pas pu me dire plus que ce que j'ai pu déjà trouver sur les sites. Et c'est donc sur cette fin tragique, que ce soit autant potentiellement sur les potentiels décès ou sur la fin de la maison qui a, je pense, été une grande majorité en fait de sa vie, entre gros guillemets, de sa construction inhabitée.
et qui a fini totalement détruite. J'ai vu une source qui, alors je ne sais plus si c'était un médium, mais qui parlait du fait que pour lui, dès que la maison allait être détruite, les entités allaient elles aussi disparaître, donc notamment l'entité de la petite fille, puisque en fait plus rien ne, enfin il n'y a jamais eu d'événements paranormaux en dehors de cette maison, donc pour lui voilà, ces esprits du moins étaient rattachés à la maison. J'ai vu que pas mal de maisons justement dans le nord, un peu dans le coin, étaient assez mouvementées côté paranormal, donc je sais pas si je traiterai cette affaire, on va dire. Mais bon, pour l'instant, on va donc se laisser sur ces informations. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette histoire ou si vous la découvrez, ce que vous pensez du coup de cette histoire, de la petite fille, des ouvriers qui seraient tombés. Cette vidéo sera quand même, je pense, assez courte, puisque j'ai eu du mal à trouver pas mal d'infos. J'ai pu retrouver pas mal d'images, bien que je n'ai pas vraiment réussi à trouver des images de 1930, etc. C'est pas faute d'avoir cherché. Mais je vous promets que les 2 histoires déjà qui vont suivre vont être beaucoup plus longues. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle histoire.